Bonjour, je vais vous parler des pratiques de management pour l'ère du numérique. Merci d'être là. Donc, je m'appelle Cécile, salut. En fait, je suis coach Lean et je travaille dans le numérique et dans les services. Je travaille pour un cabinet de coach qui s'appelle Opera & Partners. Et un coach, c'est quoi? En fait, la différence entre un consultant et un coach, c'est qu'un consultant, vous le faites intervenir dans votre entreprise, il va venir, il va vous apporter des solutions. Un coach, vous le faites intervenir dans votre entreprise, il va venir, il va vous poser des questions. L'objectif, c'est que, à travers ces questions, les solutions émergent des équipes. Donc mon métier, c'est poser des questions. Donc ça commence le 10 septembre 2001. Et le 10 septembre 2001, je suis consultant indépendant, je suis développeur logiciel, je suis informaticien, et je travaille chez Swissair. Et en fait, j'ai une super condition, je gagne bien ma vie. Je peux voyager un peu partout dans le monde, en fait, parce que je travaille dans un marché niche qui est le système de réservation des compagnies aériennes. Ce sont des vieilles technos, c'est de l'IBM des années 60. Et en fait, si je gagne bien ma vie, c'est pas parce que je suis super fort, c'est parce qu'en fait, on me paye le prix de ma précarité. Et le prix de ma précarité, je vais le payer dès le 11 septembre. Parce que quand je vois le spectacle, comme tout le monde, stupéfait des tours jumelles qui s'effondrent, je me rends compte rapidement que la petite histoire, elle va avoir un impact sur... La grande histoire, pardon, elle va avoir un impact sur ma petite histoire, à savoir que mes compétences professionnelles, du jour au lendemain, elles ne valent absolument plus rien. Et donc là, je me dis, qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Je suis marié, j'ai 2 enfants en bas âge, je suis dans un pays étranger. Et j'essaie de réfléchir et je me dis, la première chose, c'est que j'étais sur un marché niche, je ne veux plus me retrouver sur un marché niche, je veux être sur un domaine technologique qui est beaucoup plus large. Puis la deuxième chose, à cette époque-là, ça fait quand même 12-13 ans que je travaille, j'ai quand même des compétences informatiques et je vais essayer de capitaliser sur ces compétences pour les retranscrire dans un nouveau domaine. Et donc je choisis le monde Java. Et donc je choisis de me former au monde Java. Et donc je fais des recherches sur Internet et je découvre cette communauté en ligne qui s'appelle Java Ranch. Java Ranch, c'est une communauté en ligne qui a été créée par Cathy Sirac, une blogueuse qui a eu une forte renommée au milieu des années 2000. Et donc elle a créé cette communauté. Et là, c'est une vraie révélation, en fait, parce que je découvre la puissance du numérique à travers les communautés en ligne. Et je me rends compte que grâce à ces communautés en ligne, je vais pouvoir développer une compétence très précise, en l'occurrence le Java, mais surtout, je vais me rendre compte qu'il existe des certifications professionnelles. Je viens de perdre mon boulot, ça va être difficile pour moi d'acquérir de l'expérience dans ce nouveau domaine. En revanche, ce que je peux faire, c'est obtenir une certification professionnelle. Et grâce à ce site, et grâce à l'entraide des centaines et des centaines de développeurs, il y a des experts, il y a des newbies comme moi, il y a des ressources qui sont disponibles, je vais développer cette compétence et je vais passer la certification Java qui va me permettre d'obtenir un poste très rapidement. Donc je vais pouvoir compenser mon manque d'expérience dans le domaine technologique par cette certification professionnelle grâce à cette communauté en ligne. Donc depuis, je suis toujours redevable à la communauté numérique. Donc ça, c'est la première épiphanie dans ma carrière. La seconde, c'est en 2004, grâce à cette certification et l'expérience que j'ai acquise, je vais pouvoir travailler dans une start-up qui s'appelle Infusio. Et donc là, c'est une deuxième épiphanie, c'est la découverte de la culture start-up et de l'agilité. Ça fait 13 ans, à cette époque-là, ça fait 16 ans que je travaille dans le monde de l'informatique et je travaille avec des développeurs, des purs hackers. On est je suis en charge avec ces développeurs d'une plateforme de jeu pour le monde de la téléphonie mobile. Et les gars, ils vont à une vitesse hallucinante. Ils travaillent hyper vite, ils ont intégré toutes les pratiques logicielles extreme programming, le pair programming, l'intégration continue, les revues de code, etc. Ils collaborent avec une efficacité prodigieuse et là, je me dis, waouh, j'ai perdu mon temps pendant 14 ans. En fait, c'est comme ça qu'on doit travailler. Malheureusement, la start-up s'effondre et puis 2 ans plus tard, j'ai une autre épiphanie, mais pas dans le bon sens, parce que je vais rejoindre une DSI d'un grand groupe bancaire. La start-up a coulé, donc il faut que je me recycle. Et là, c'est une deuxième révélation. C'est la puissance, l'inertie des grandes organisations d'informatique. Et donc, quand je mesure ce gap entre, d'une part, la start-up qui va super vite, où on collabore vachement, c'est hyper fun, on bosse super bien, et puis cette DSI où les sujets sur lesquels je travaille, ils vont aller en production 18 mois plus tard, je me dis qu'il y a vraiment quelque chose à faire. Et donc, c'est ce gap-là, c'est cette dissonance culturelle qui va faire que j'ai créé mon blog qui s'appelle Hypertextual, un blog que j'anime depuis 10 ans maintenant. Et le sujet de ce blog, et c'est un des sujets dont je vais parler aujourd'hui, c'est vraiment l'intersection des 2 disciplines, le management et la technologie. Voilà, donc rapidement, je me suis introduit. Ce que signifie l'avènement du numérique? Alors, on parle beaucoup de choses. Moi, j'aime bien revenir à des éléments chiffrés. Le premier élément chiffré, c'est qu'en fait, à l'ère du numérique, les changements, ils sont plus linéaires, ils sont exponentiels. Si vous avez une droite avec
une échelle logarithmique. Ce sont des changements exponentiels. C'est pas moi qui dis ça, c'est le chief scientist de Google, Rick Kurzweil. À l'âge d'information, le rythme des changements n'est plus linéaire, mais exponentiel. Et ça a un impact direct sur la durée de vie des entreprises. C'est un slide de Diane Hinchcliffe qui fait une corrélation. Alors, corrélation n'est pas causalité, mais ça vaut quand même le coup de se poser la question sur l'adoption massive des innovations. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'on ne parle pas de l'avènement d'innovation, mais on parle de l'adoption par le public, l'adoption massive d'innovation, et la durée de vie des entreprises. Donc ça, c'est la durée de vie moyenne des entreprises du Standard & Poor's 500. Voilà, donc quelques chiffres. Amazon livre du code en production toutes les 12 secondes. Voilà, DSI dans laquelle je travaillais, on livrait du code en production tous les 6 mois. 12 secondes, 6 mois. Google Compute Engine met à votre disposition des environnements de production en 3 minutes. La DSI, j'ai travaillé dans un grand groupe du CAC 40, il a fallu qu'on se batte pour avoir un environnement de production en 9 semaines. 3 minutes, 9 semaines. Chez Facebook, alors je n'ai pas d'éléments plus récents, mais en juin 2013, on avait en moyenne 690 millions d'utilisateurs sur le site. J'ai travaillé chez un éditeur logiciel, quand on dépassait les 150, on commençait à 150, 690 millions. Chez Zappos, on a des cycles de production de l'ordre de la semaine. Le time to market, on commence à travailler sur le sujet, on le livre en production, c'est 1 semaine. La DSI avec laquelle je travaillais, c'était 6 mois. 1 semaine, 6 mois. Chez Basecamp, qui connaît Basecamp, cette outil de gestion de projet distribué, voilà, de l'équipe de 37 Signals, ils ont 99,99% de disponibilité depuis le lancement en 2005. La banque, la DSI de la banque pour laquelle je travaillais, pour avoir ce niveau de disponibilité, ils avaient 2 sites de data center, un à Lille, un à Clermont-Ferrand, ils avaient investi des dizaines et des dizaines de millions d'euros. Basecamp, ils sont 30, ils ont 2 gars en charge des opérations, et puis en fait, ils ont délégué ça à une plateforme sur le SaaS. Voilà, une définition de la transformation numérique que j'aime beaucoup, c'est celle de Ludovic Cinquin, qui est le DG d'Octo. Il dit que la transformation numérique, c'est l'exploitation radicale des capacités d'Internet par les entreprises. OK. Donc on voit qu'aujourd'hui, on est dans une époque de changement exponentiel, de transformation radicale. Ce n'est pas des principes, c'est des chiffres. 12 secondes, 6 mois. Vous voyez, on est vraiment sur des changements qui ne sont pas à la marge. Et donc, quelle est la stratégie de survie? Comment on fait pour ne pas être dans les entreprises du Standard & Poor's qui vont vivre moins de 15 ans? Alors en fait, en 2011, qui a lu le Lean Startup d'Eric Ries? C'est un ouvrage vraiment essentiel pour comprendre ce qui se passe au niveau du numérique. Ce qu'il explique dans ce livre, c'est que dans un monde de changements nombreux, permanents et radicaux, une stratégie de survie, il y en a peut-être d'autres, mais une stratégie de survie qui est éprouvée, c'est celle de l'expérimentation permanente. Et ce qu'on va faire, c'est créer de la connaissance validée à travers ces expérimentations. Et comment on crée de la connaissance validée? C'est qu'on va construire un produit à MVP, on va vite le mettre sur le marché, et on va mesurer le résultat. Vous savez comment ils ont commencé, Zappos? Zappos, ils ont juste commencé en mettant une page HTML statique, en disant « je vends des chaussures, contactez-nous ». Et en fait, les gens, ils commandaient des chaussures, ils allaient au magasin, ils achetaient les chaussures et les envoyaient. Donc ils testaient leur MVP, ils ont testé leur idée. Avant de dépenser, d'investir des dizaines de millions d'euros dans le projet, ils ont testé de manière très cheap, très rapide, ce projet. Et c'est comme ça qu'ils ont construit une connaissance validée. Dans le numérique, tout se mesure. Vous mangez à la cantine de chez Google à Paris, ils mesurent les déchets que vous laissez dans vos assiettes pour ajuster les portions qu'ils vont vous donner au repas suivant. Tout se mesure dans le numérique parce que c'est comme ça qu'on construit une connaissance validée. Et à partir de cette mesure, on va apprendre. C'est cette boucle vertueuse, le Build, Measure, Learn, c'est l'enseignement majeur de ce livre. Et donc, on va construire une connaissance validée, de quoi? L'idée, l'enjeu que je vous propose, c'est d'utiliser la radicalité du numérique pour construire et ajuster en permanence une connaissance validée de la réalité du marché. On n'est pas sur une supposition, on est sur une réalité parce qu'on l'a mesurée. Une réalité du marché aujourd'hui afin d'élaborer les produits et services les plus adaptés pour y répondre. Quand on a fait ça, on est déjà sur un bon sujet, sauf qu'on a résolu la moitié de l'équation. La deuxième partie de l'équation, c'est celle-ci, c'est comprendre la réalité de son organisation et des processus pour être capable de livrer le plus rapidement possible des produits et des services aux clients. Alors,
c'est super, on a notre stratégie, on est dans un monde de rupture permanente, on a une stratégie qui va être celle de l'expérimentation permanente, et on va la mettre en œuvre. Sauf que ça ne se passe pas si facilement. Hein. Qui a lu de Second Machine Age, Brynjolfsson, McAfee? Là, je suis désolé, c'est un impératif. Il faut vraiment lire ce livre pour comprendre les enjeux du numérique. Ce sont deux directeurs de recherche au MIT. Et en fait, ce qu'ils expliquent dans ce livre, ils ont regardé, OK, on est aujourd'hui avec l'avènement d'un levier d'innovation majeur. Qu'est-ce qui s'est passé dans l'histoire quand on a eu des innovations comparables? Donc ils ont regardé ce qui s'est passé avec l'apparition de l'électricité. Et ils ont regardé, OK, quand l'électricité est apparue, à partir de quel moment les entreprises et les usines ont vraiment fait levier de la capacité de l'électricité pour innover et améliorer leur productivité? Ils se sont rendus compte qu'il s'est passé 30 ans. Et pourquoi 30 ans? En fait, 30 ans, c'est le temps de régénération, enfin, le temps de changement de génération de managers. Et donc, ce qu'ils disent, c'est que l'enjeu du numérique, l'avènement du numérique, c'est aussi un enjeu de management. Hein. Et la question qui se pose, c'est celle-ci, c'est comment transformer notre management pour être capable de faire levier des opportunités du numérique, sans attendre 2050, parce que le marché ne va pas vous attendre. Alors, il y a plusieurs solutions. Gary Hamel, London Business School, une époque radicale, solution radicale. Hein. On va se débarrasser des managers. C'est un peu comme si on disait, on a un problème avec l'adolescence, on va se débarrasser de nos adolescents. Voilà, et donc c'est la Harvard Business Review, c'est du sérieux, mais rappelons-nous ce qui était écrit sur le t-shirt de Kurt Cobain. Parce qu'en fait, le passage de l'idée radicale à la réalité, c'est un petit peu compliqué. Hein, Zappos, ils ont mis en œuvre l'holacratie, donc l'implémentation de l'entreprise libérée. Est-ce que vous savez ce que c'est que l'holacratie dans l'implémentation de tous les jours pour les gens qui travaillent dans ces entreprises? Donc c'est implémenté sous un logiciel qui s'appelle GlassFrog. GlassFrog, ça a été créé par un développeur logiciel. Je suis développeur logiciel, je sais comment ça fonctionne. Et donc, en fait, mon point de vue, c'est que si vous déléguez la dynamique sociale de votre organisation à un développeur logiciel, vous prenez des risques. Donc, c'est une première hypothèse. Ce n'est pas celle dont on va parler aujourd'hui, on va parler plutôt de culture. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va changer la culture. Donc, avant de changer la culture, on va se mettre d'accord sur ce que c'est que la culture d'entreprise. Et pour ça, on va revenir à la source. C'est cet homme, Edgar Schein, qui l'a défini, c'est un universitaire américain qui a défini la notion de culture d'entreprise en 1952. La culture d'une entreprise, c'est quoi? Et là, on va prendre 2 minutes pour la regarder, pour bien l'intégrer, pour bien la métaboliser. C'est un ensemble d'hypothèses basiques partagées, apprises par un groupe alors qu'il résolvait des problèmes, on va y revenir, des problèmes d'adaptation externe et d'intégration interne. C'est les deux piliers qu'on a vus tout à l'heure quand on a parlé de cette notion d'expérimentation permanente. C'est le produit d'un apprentissage commun. Wow, c'est génial. Allez, on va changer la culture et puis tout le monde va être partant et on va se mettre en phase d'expérimentation permanente. Et là, j'ai un collègue, Charles, c'est un agiliste. Il m'a dit, écoute, Cécile, tu commences vraiment à nous saouler avec tes histoires de changement de culture. En fait, on ne peut pas changer la façon de penser des personnes pour qu'elles changent leurs pratiques. Ça, c'est une vision très tayloriste des choses. Hein. On va vous changer votre manière de penser pour que vous changez vos manières de faire. Et en fait, ce qu'expliquent les agilistes et ce que montrent aussi très bien les praticiens du Lean, c'est qu'en revanche, on peut changer les pratiques pour changer la façon de penser. Et ça, c'est un vrai pivot sémantique. Hein. C'est quelque chose d'essentiel. C'est pour cela que je vais vous parler, enfin, des pratiques de management pour l'ère du numérique. Alors, on va parler de pratiques de management, mais des pratiques pour quoi faire, pour réussir quoi. Donc, on va rapidement revenir sur le contexte du numérique. Alors, si Gary Hamel, il est un peu douteux dans ses solutions, il a une super bonne analyse de la situation. Il dit qu'il y a 2 éléments qui sont majeurs, en fait, hein, dans les ruptures du numérique. Le premier, c'est qu'on a des clients et des employés qui sont hyper informés et qui ne sont pas captifs. Donc, ça va être plus compliqué de garder la relation avec les deux. Hein. Les clients pour la réalité du marché et puis nos employés pour la réalité de notre processus interne. Puis la deuxième chose, c'est qu'on a des ruptures permanentes. Alors, bien sûr, on a des ruptures technologiques, mais pas que. On a des ruptures en termes d'usage, on a des ruptures en termes de business model. On a aussi, avec l'avènement des plateformes, des outils de désintermédiation qui sont d'une efficacité prodigieuse. Hein. Airbnb, Uber, etc., je ne vais pas m'appesantir. Enfin, on a des nouveaux entrants très agiles qui viennent de manière très agressive sur un segment de marché, et ils y vont à fond. Je pense à Stripe, hein, cette start-up qui est dirigée par 2 frères irlandais, qui s'est mis sur le marché des services de paiement en ligne. C'est aujourd'hui une décalicorne. Hein, ils sont venus de manière... Ils n'ont pas attendu les banques. Les banques, elles n'ont pas compris ce qui s'est passé.
Voilà, donc on a des nouveaux venus qui sont très agiles, très agressifs sur un segment de marché. Et donc dans ce contexte-là de clients et d'employés hyper informés et de rupture permanente, en fait, quels sont les axes stratégiques, hein? Ça c'est le contexte c'est le pourquoi. Les axes stratégiques, c'est le quoi. Et bien, quels sont ces axes stratégiques? Pareil, je ne vais rien vous apprendre, on en parle tout le temps. Le premier, c'est l'expérience client. On va vraiment se concentrer sur l'expérience client. D'ailleurs, vous savez pourquoi maintenant on parle toujours du numérique et on ne parle pas de l'IT. Hein, l'IT, ce qui s'est passé, c'est que l'information technology, c'est ce qu'on a utilisé pendant 20 ans, pendant 15 ans, de 95 à 2010, pour informatiser les processus de l'entreprise. Donc on a investi des millions et des millions pour faire ça, pour figer les processus de l'entreprise et les figer dans des logiciels. Et puis en fait, on s'est rendu compte en 2010 que le grand perdant de l'histoire, c'était le client, parce qu'on était tellement concentré sur nos processus qu'on avait complètement oublié le client. C'est ce qui explique l'avènement du design thinking, de l'expérience client, etc. Et du coup, quand on va parler de l'informatisation de l'expérience client, on ne va pas parler de l'IT, parce que c'est une connotation processus, c'est un peu sale, donc on va parler du numérique. Voilà, donc l'expérience client, premier axe stratégique. Deuxième axe stratégique, c'est l'agilité de la collaboration. Dans une époque de changements multiples, la meilleure stratégie, c'est l'agilité, parce qu'en fait, on veut que tout le monde soit capable de résoudre des problèmes et d'avancer sur des nouvelles situations en permanence. Et puis le troisième point, c'est la collaboration. Pourquoi la collaboration, c'est important? Parce que bien sûr, c'est un facteur de grande satisfaction chez les employés, mais c'est aussi quelque chose qui va garantir la rapidité. Quand vous avez un très fort niveau de collaboration entre les différents métiers de votre entreprise, le flux de valeur de la demande du client au moment où on va livrer au client va être vraiment accéléré. C'est ce dont parlait Pierre Péziardi hier dans sa keynote. Hein, on va supprimer les dépendances externes, on va collaborer de manière beaucoup plus efficace, ça va garantir la rapidité du service au client. Ok, donc on a compris le pourquoi, le contexte, on a compris le quoi, les axes stratégiques. Maintenant, on va parler du comment. Donc, premier axe stratégique, le client. Quelles sont les pratiques de manager? Moi, je suis manager dans une équipe numérique. Quelles sont les pratiques que je mets en œuvre pour garantir l'expérience client? La première chose que je vais faire, la toute première, il n'y en a pas d'autre, c'est que je vais comprendre vraiment ce qu'est le client. Et pour faire ça, je ne vais pas me mettre en chambre pour réfléchir au persona. Cette personne, elle a tel âge, elle a 2 enfants, elle utilise... Non, c'est pas intéressant. Enfin, ça peut être intéressant, mais on veut vraiment se coller à la réalité. Hein. La réalité des choses, c'est les vrais clients. Il y avait une présentation hier sur le guérilla UX. Le guérilla UX, on va voir le client, on lui demande ce qu'il pense de notre application. Et donc là, pour comprendre le client, ce qu'on va faire, c'est qu'on va exploiter la mine d'or des réclamations. Dans les réclamations, en fait, vous avez votre client qui vous parle doucement à l'oreille, et si vous écoutez bien, il va vous apprendre quelque chose sur votre entreprise, sur vos produits, sur vos processus. Donc on va essayer de comprendre quels sont les problèmes remontés, quelles sont les causes de non-qualité et qu'est-ce qu'il y a à apprendre. À ce sujet, il y a 2 exemples absolument saisissants. Le premier, c'est cet article de Jonathan Lefebvre. Il a fait une présentation à The Family. Il a écrit cet article sur Medium, l'obsession du service client chez Captain Train. Et c'est vraiment une lecture impérative. En plus, c'est super bien écrit, c'est hyper drôle. Et ça vous donne vraiment un éclairage de ce que c'est que le service client au XXIe siècle. L'autre exemple, c'est cet ouvrage de Scott Berkun. Scott Berkun, en fait, il raconte dans ce livre les 18 mois qu'il a passé chez Automatic. Automatic, c'est la grosse entreprise qu'il y a derrière WordPress.com. Et en fait, il raconte que la première chose qu'ils font quand ils arrivent dans cette entreprise, c'est qu'ils passent 1 mois au support. Ils ne passent pas 1 mois au support pour discuter avec les gens du support, pour voir... Non, non, non. Ils font des tickets de support. Ce qu'on veut, c'est vraiment comprendre le client. Donc ça, moi, manager, la première pratique, j'arrive lundi au boulot, la première chose que je fais, c'est que je vais voir les réclamations clients pour comprendre vraiment ce que veut m'apprendre le client. Quelque chose que j'aime bien faire avec les équipes avec lesquelles je travaille, c'est que je vais faire des verbatim, des entretiens des clients internes, des clients externes. Et les verbatim, je les affiche au mur sur des post-it. Donc les verts, c'est les points positifs, et puis les roses, c'est les axes d'amélioration. Et là, je peux vous dire qu'en termes d'alignement d'équipe, tout le monde regarde dans la même direction, hein, et c'est celle du client. C'est un vrai outil d'alignement, c'est une vraie pratique. Alors, c'est pas rocket science, hein, c'est des post-it, ça date de 1950, mais c'est un vrai outil d'alignement de l'équipe pour les concentrer sur l'expérience client. Deuxième volet sur le client, c'est aligner les équipes. Et aligner les équipes, ça veut dire quoi? C'est avoir des indicateurs opérationnels qui ont un sens pour le client. Alors, il y a des gens qui trouvent que c'est un petit peu sale, les indicateurs opérationnels, de suivre la performance, etc. Si vous trouvez ça sale, le numérique, ce n'est pas votre sujet. Les géants du numérique, s'ils avancent avec cette vitesse et cette puissance prodigieuse, c'est parce qu'ils mesurent en permanence. Et le fait qu'ils mesurent, ils collent à la réalité de manière très précise, très efficace. Donc vous devez avoir des indicateurs opérationnels et des indicateurs opérationnels qui font du sens pour le client. Et là, c'est pareil, c'est pas rocket science, hein, c'est la même chose depuis une centaine d'années. Qualité, satisfaction client, coût et délai. Alors en fonction de votre activité, en fonction de l'équipe, ça va se décliner avec des indicateurs différents, mais en général, c'est des bons indicateurs.
Et très souvent, on travaille avec des entreprises qui ont des indicateurs opérationnels qui n'ont rien à voir avec le client. Je vous donne un exemple. Alors j'aime beaucoup les agilistes, je travaille beaucoup avec eux, mais on a un point de friction qui est un indicateur qu'ils utilisent pour mesurer leur performance, c'est le story point. Story point, c'est quoi? Quelqu'un sait ce que c'est que le story point? Qui c'est qui peut répondre? C'est quoi un story point? Ça évalue la complexité d'une fonctionnalité. Merci beaucoup. Mais en fait, c'est une évaluation abstraite. Alors, ils utilisent des trucs Fibonacci, machin. Et en fait, c'est super intéressant pour l'équipe parce qu'elle sait quel est le niveau de complexité de la user story qu'elle va sortir. Et c'est vachement bien parce qu'elle le mesure pour l'équipe. Et moi, si je suis client, si à l'itération précédente, on a livré 12 story points, à celle-ci, on en a livré 15, moi, je m'en fiche. Moi, ce qui m'intéresse, ce sont les user stories. C'est ça qui fait de la valeur pour moi. Je vous donne un autre exemple. Une équipe de support dans une DSI où ils vont compter les tickets qui touchent dans la journée. Si je suis client, je m'en fiche de savoir qui touche des tickets. Ce que je veux, c'est qu'ils résolvent les tickets. Donc, je vais compter les tickets qui sortent, qui sont réglés pour le client et qui sont réglés bombe du premier coup. Donc voilà, deuxième axe, moi manager, je dois réfléchir à quels sont mes indicateurs opérationnels au niveau de mon équipe et est-ce que ces indicateurs font un sens pour mon client. Troisième axe d'alignement, c'est voir la valeur et les gaspillages. Et donc je vais me poser la question, qu'est-ce qui, dans notre travail de tous les jours, apporte de la valeur au client? Et le corollaire, qu'est-ce qui nous empêche de livrer de la valeur au client? Ce qu'on veut, c'est garantir une excellente expérience client, et donc on veut optimiser la valeur qu'on livre au client. Quand vous travaillez dans une start-up et qu'après vous travaillez dans une DSI, vous avez une notion très très précise de ce que c'est que la valeur pour le client. Et donc, quels sont les obstacles que je peux supprimer pour aider mon équipe à livrer de la valeur au client? Je vais vous donner un exemple, c'est un peu abstrait, je vais vous donner un exemple, c'est dans un site e-commerce, en fait, c'est un site e-commerce qui livre des animations, vous savez, pour des occasions particulières. Pour Noël, pour la Saint-Valentin, pour la fête des mères, ils font des mini-sites. Et donc, ce site de e-commerce livre des mini-sites. Et puis, les animations, une fois qu'elles sont terminées en français, comme c'est un site international, on va le donner aux équipes pays qui vont le traduire et les déployer sur les sites des pays. Et là, ce qui se passe, c'est que l'équipe de déploiement pays, donc la manager, c'est Laetitia, elle me dit bah, « écoute, j'y arrive pas. Moi, j'ai trop d'animations, j'arrive pas à les livrer. » Et donc, on se pose, on regarde tranquillement avec elle « pourquoi tu n'y arrives pas ?» En fait, tu vois, en gros, une animation, ça me prend à peu près 9 jours de charge. Donc, elle a 12 personnes dans son équipe. Ça me prend à peu près 9 jours de charge. Pour être capable de suivre le flux, il faudrait que je le fasse en 6 jours. Je fais, c'est super, on a notre problème, on a notre écart. On est à 9 jours, il faut qu'on passe à 6 jours. Comment on va faire? Là, vous avez plusieurs solutions. La première, c'est que vous allez prendre un bon manager, un gars qui va les faire un peu bouger, là, c'est feignasse. La deuxième solution, c'est que vous parlez avec votre DSI. La DSI, oui, mais j'ai ta solution, on va acheter un workflow à 400 000 €, tu vas voir, tout va être réglé. C'est intéressant comme approche, ce n'est pas celle qu'on préconise. Nous, ce qu'on préconise, c'est que le manager, il aille vraiment voir et vraiment comprendre quels sont les obstacles qui empêchent son équipe de réussir. C'est le rôle du manager. Et pour faire ça, on va s'asseoir à côté des personnes. Et là, en l'occurrence, avec Laetitia, on s'est assis à côté de Valentina. Valentina, c'est celle qui est en charge du site italien. Et donc, on s'assied avec Valentina, on reste 1 heure avec elle. Valentina, elle a 2 écrans. Elle a son premier écran sur lequel elle a fait toutes ses traductions et son deuxième écran sur lequel elle a le CMS et dans lequel elle va intégrer petit à petit les traductions. Et on reste avec Valentina, elle nous explique, elle travaille, c'est assez fluide, elle sourit, elle rigole, elle nous explique ce qu'elle fait. En 1 heure, elle fait 6 blocs. L'animation sur laquelle on travaille, il y a 8 blocs, et donc elle fait 6 blocs. Génial. Et Laetitia, elle me dit, ouais, mais tu vois, Valentina, elle est super forte, etc. Oui, oui, très bien, très bien. Maintenant, on va aller voir Annette. Annette, elle est en charge du Danemark, et Annette, comme Valentina, elle parle très bien français. Mais ce qui se passe, c'est que c'est un site, en fait, sur lequel... C'est un site un peu jeune, un peu fun, et il y a plein, dans l'édito, les filles de l'édito sont vraiment brillantes, mais il y a plein de sous-entendus, d'éléments culturels, et même si elle connaît la langue, ces éléments-là, elle n'est pas sûre de les comprendre, Annette. Et donc, elle commence à faire ses traductions, et puis elle n'est pas sûre, et puis elle met à jour ses URL, vous savez, pour un site de e-commerce, c'est un enjeu SEO assez fort, les URL, et donc elle met ses traductions, et puis elle n'est pas sûre, et puis elle met les traductions dans un bloc, et puis elle n'est pas sûre, et puis elle souffle, et puis on voit que c'est vraiment laborieux, quoi, pour elle, c'est vraiment pénible. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'à la fin de l'heure, Annette, elle en a fait 1,5 de bloc sur les 8, alors que Valentina, elle en a fait 6. Valentina, elle va 4 fois plus vite qu'Annette. Et donc Laetitia, je lui demande, qu'est-ce que tu as vu? J'ai vu que Annette, elle y arrivait pas, parce qu'en fait, elle n'était pas sûre des traductions. Pourquoi elle n'est pas sûre des traductions? Parce qu'elle a une 50aine de mots à traduire. Sur les 50 mots, elle ne sait pas sur lesquels elle doit porter une attention particulière, parce qu'il y a peut-être des sous-entendus, etc. Ok. Et donc, ce qu'elles font, Laetitia, Valentina et puis le reste de l'équipe, elles se mettent ensemble, elles décident d'un nouveau process, et elles se disent, d'abord, on va travailler avec les filles de l'édito pour comprendre quels sont les points qui sont particuliers sur lesquels on doit porter une attention. Et ensuite, on va faire la traduction d'abord. Une fois que la traduction sera bonne, on fera la mise en page. Et ce qui se passe, tadam, l'animation suivante, elle la fait en 6 jours.
Et donc, elles ont résolu leurs problèmes. Elles ont résolu leurs problèmes. Pourquoi? Parce que le manager est allé voir à côté des personnes qui font le travail pour comprendre quels sont les obstacles qui les empêchent de réussir. Et ça, c'est exactement une des pratiques de management à l'ère du numérique. Donc voilà, 3 pratiques de management liées à l'expérience client. Comprendre le client, on va voir les réclamations. Chaque jour, ce sont des pratiques quotidiennes. On va aligner l'équipe sur des indicateurs qui font du sens pour le client. Et le 3e point, c'est qu'on va aller voir la valeur et les obstacles. On ne va pas rester dans les suppositions, on ne va pas rester dans les salles de réunion, on ne va pas rester avec nos tableaux Excel, on va aller s'asseoir à côté des personnes qui font le travail. On va se confronter à l'âpre réalité. 2e point, l'agilité. Donc l'agilité, c'est l'habilité à changer rapidement la position de son corps. C'est pour ça que dans les grandes organisations, quand ils ont des initiatives agiles, ils font une réorganisation. Donc dans les sports de combat, l'agilité est décrite comme le temps de réponse contre un adversaire, une cible qui bouge. Ça, c'est intéressant parce que les cibles, elles bougent beaucoup aujourd'hui. Donc l'agilité, moi, manager, qu'est-ce que je fais lundi si je veux gérer l'agilité au sein de mon organisation? La première chose, c'est que je vais avoir un point d'animation qui va être quotidien. Charles, hier, dans une présentation, il disait que leur point, ils appellent ça le fulgure-point. C'est très drôle parce que c'est quelque chose de très rapide. Ça dure 10 minutes. Et là, on n'est pas là pour se dire qu'est-ce que j'ai fait hier, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui, qui c'est qui a apporté les chocolatines. On est là pour se dire, OK, est-ce qu'on a réussi notre journée hier? Dans le Lean, en fait, ce qu'on essaye de faire, c'est on veut juste réussir notre journée. Vous savez comment on prend 9 mois de retard sur un projet? Un jour par un jour. Et donc là, ce qu'on va juste essayer de faire, c'est réussir notre journée. Et donc, si on ne la réussit pas, super, qu'est-ce qui s'est passé? On va essayer de se poser des questions pour comprendre qu'est-ce qu'on n'a pas réussi à faire. Et aujourd'hui, on est bon, on va les sortir. On doit sortir nos 3 user stories aujourd'hui, on est bon. On a l'UX et la QA qui vont pouvoir tester. On va être capable de les sortir. Donc ça, c'est vraiment le rôle du manager. 2e point lié à l'agilité, c'est on va développer la résilience de nos systèmes. Il y a une super présentation du VP techno de Etsy.com, John Alspo, sur ce sujet-là. C'est une présentation absolument fascinante sur ce que c'est que l'ingénierie numérique au XXIe siècle. Et donc, on va regarder chaque jour quels sont les problèmes de qualité et de délai que j'ai. Quelles en sont les causes. Et puis, partir du postulat que de toute façon, ça va mal se passer. Et donc, comment réagissent nos systèmes lorsque ça va mal? À ce sujet-là, il y a l'exemple de Chaos Monkey. Qui connaît Chaos Monkey? Qui peut m'expliquer ce que c'est, Chaos Monkey? Voilà, donc ça, en tant qu'informaticien, pour moi, c'est absolument ahurissant. C'est vraiment l'excellence opérationnelle portée à son point d'incandescence. C'est quelque chose de ahurissant. Chaos Monkey, c'est quelque chose qui va être dans le data center de façon aléatoire, va éteindre vos serveurs. Voilà le niveau. Si Amazon il livre du logiciel en production toutes les 12 secondes, c'est pas parce qu'ils ont des post-it ou des coachs sympas qui viennent les accompagner. C'est parce que c'est des brutes techniquement et qu'en permanence, ils font de l'analyse de défauts. Parce que quand on a l'habitude de faire de l'analyse de défauts chaque jour, lorsqu'arrivent des gros défauts, on sait réagir. Le 3e point, qui est à mon sens le plus important, le rôle du manager, c'est de développer l'apprentissage au quotidien. Et comment on développe l'apprentissage au quotidien de ses collaborateurs? C'est à travers la résolution de problèmes. Et donc chaque jour, on va avoir des problèmes. Hier, on devait en sortir 3, on en a sorti 2. Qu'est-ce qui s'est passé? Quelles sont les causes? On ne va pas se jeter sur des solutions. Et puis, on va donner le sujet à quelqu'un. Et même si nous, managers, on connaît la solution, on va laisser les personnes comprendre ce qui se passe. Donc on va les inviter à chercher quelles sont les causes, et là encore, on va les se confronter à l'âpre réalité de l'activité. Quelles contre-mesures on peut tester rapidement, cette notion d'expérimentation, et puis qu'y a-t-il à apprendre sur nos pratiques. Et alors là, je vais vous présenter, on parle beaucoup de zéro bullshit dans cette conférence, je vais vous présenter l'outil qui garantit le zéro bullshit, et ça s'appelle le PDCA. Alors malheureusement, dans une conférence numérique, c'est un peu ballot de parler de ça. C'est un outil qui a été identifié dans les années 50 par 2 statisticiens américains qui s'appellent Shewhart et Deming. Et si on regarde bien, c'est juste la transposition dans le monde de l'entreprise de la pensée scientifique qu'a élaboré Francis Bacon et la Royal Society au XVIIe siècle. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va... la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va comprendre le problème. Et le problème, on va l'énoncer sous forme d'écart. Si on n'a pas un chiffre derrière notre problème, on a juste un souci. Le souci de Laetitia tout à l'heure, c'est que j'arrive pas à suivre le rythme des animations. Mais son problème, c'est que la charge pour faire une animation, c'était 9 jours de charge plutôt que 6 jours pour être capable de le faire. Donc là, on était arrivé à un problème, on avait défini, on avait quelque chose de chiffré. Et là, on va réfléchir ensuite aux causes. On va tester rapidement, mesurer et puis tirer des enseignements de nos pratiques. Je vais vous donner un exemple. Toujours chez cet acteur du e-commerce, on a Romy qui est une designeuse UX.
qui travaille avec Jérémy, qui est un développeur logiciel qui est un peu junior. Et donc, Romy, elle définit le sketch de l'animation, comment on appelle ça, la maquette, sur Photoshop, elle le donne à Jérémy, et Jérémy, il l'intègre dans le site. Et sur l'animation précédente, Jérémy, quand il a livré son animation, il y avait 33 retours. Et donc, plutôt que de se jeter sur des solutions, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller vraiment comprendre les causes, on va se confronter à la réalité, comment, en regardant chacun des 33 retours, et en essayant de catégoriser. Donc on va faire une tête de Pareto avec Romy et Jérémy. Ce qu'on va voir, c'est qu'on a 15 retours qui sont liés à des problématiques de mise en page. Typiquement, vous savez, dans l'animation, il y a 8 blocs, et puis il y avait une croix de fermeture de bloc qui était plus proche de la photo que l'angle du bloc. Et Jérémy disait, ouais, mais attends, Romy, c'est bon, tu cliques le truc, c'est bon, ça ferme le bloc. Et Romy, elle disait, mais non, mais notre sujet, c'est l'expérience client, et là, ça induit la dissonance cognitive. Est-ce que la croix, c'est pour fermer la photo ou le bloc, etc. Et donc, ils se mettent d'accord, et Jérémy dit à Romy, écoute, tu me fais une petite liste des choses que je dois vérifier avant de te le soumettre. Et puis moi, comme ça, je vais le valider. Et donc, ils font une première passe, une première animation, une itération de 2 semaines. Jérémy, il livre son animation intégrée, et Romy, elle check. Et là, il n'y a plus que 14 problèmes. Ce que je n'ai pas dit, c'est que quand vous avez 33 retours, vous avez 10 jours de temps de recette, d'aller-retour entre Romy et Jérémy pour corriger les 33 retours. Là, avec 14 jours, hein, c'est pas linéaire, c'est exponentiel, on passe à 3 jours. C'est mieux, mais on a encore des sujets. Donc, on va aller à nouveau voir la nature des retours. Et là, on va voir que la nature des retours, c'est lié au fait des animations, vous savez, des blocs, vous ouvrez le bloc, il doit s'ouvrir de manière fluide, lui dit Romy. Et Jérémy dit, c'était sympa, mais fluide, ça ne veut rien dire pour moi. Et donc Jérémy, il l'a codé en JavaScript, il a paramétré sa fonction avec une ouverture en 100 millisecondes. Et Romy lui fait, mais non, mais 100 millisecondes, mais c'est un truc de brutasse, c'est beaucoup trop rapide, non, ça ne va pas, c'est pas fluide. Eh bien oui, d'accord, mais c'est quoi fluide? Donc ils se mettent ensemble 2 secondes, ils testent avec le JavaScript, et ils voient que fluide, c'est 600 millisecondes. Ah, c'est intéressant. Et en fait, ce qui se passe, c'est que l'itération suivante, Jérémy livre à Romy, et il lui livre une intégration dans laquelle il y a 2 retours. Donc il est passé de 33 retours à 2 retours. Il a divisé par 15 la non-qualité. Quand vous avez 2 retours, la phase de recette, ça dure 30 minutes. Et donc ce qui se passe, c'est qu'à travers ce sujet sur lequel a travaillé Jérémy avec Romy, Jérémy, il a vraiment développé ses compétences. En l'espace de 4 semaines, il est devenu un vrai crack. Et toutes les animations qu'il livre, elles sont meilleures que celles des autres développeurs qui sont des développeurs seniors. Voilà, donc ça, c'est vraiment le rôle du manager, c'est de mettre des sujets, mes collaborateurs, qui vont travailler de cette manière-là, d'une manière hyper structurée, en se confrontant en permanence au réel, en testant des choses et en voyant ce qui se passe. C'est comme ça qu'on fait de l'amélioration continue, on améliore la performance de la boîte, mais surtout, c'est comme ça qu'on développe ses collaborateurs. C'est quelque chose qui est très important. Il y a cet article du World Economic Forum qui dit que les 10 compétences clés pour réussir lors de la quatrième révolution industrielle, en 2015 et en 2020, parce qu'ils voient quand même ce que ça va être en 2020, ils sont super forts, ça sera la capacité de résoudre des problèmes complexes. D'accord? Mais on fait comment pour résoudre des problèmes complexes? On résout des problèmes complexes avec le PDCA. J'ai près de 30 ans d'informatique derrière moi. Donnez-moi le bénéfice du doute, c'est quelque chose qui est vraiment super efficace. Ok, donc 3 pratiques de l'agilité de l'organisation: piloter la performance, développer la résilience opérationnelle des systèmes, et puis développer l'apprentissage avec le PDCA. 3e point, la collaboration. Alors la collaboration, moi manager, la première chose que je fais lundi, quand j'arrive au bureau, c'est que je rends le management visuel. Parce qu'en fait, avec le management visuel, on est ensemble face au problème. Hein, Jean Monnet, le grand architecte de l'Europe, disait que si vous avez un problème au milieu duquel, et vous avez les 2 personnes qui sont face à face avec le problème au milieu, le problème ne sera jamais résolu. En revanche, si vous mettez les 2 personnes côte à côte face au problème, la dynamique collaborative change complètement. Alors ça peut sembler un peu irrationnel, oui, mais l'être humain n'est pas toujours rationnel. Je vous donne cet exemple. À gauche, vous avez Brigitte qui est en charge des tests, et à droite, vous avez Marie qui est en charge du développement. On est chez un éditeur logiciel, et en fait, elles sont en charge de livrer des versions patch mensuelles de l'éditeur logiciel. Et ça fait 3 jours, elles n'arrivent pas à se mettre d'accord sur ce qu'on va mettre sur la version d'août. Et alors on s'envoie des mails, et puis on se regarde un peu comme ça dans les réunions, on est derrière le bouclier de notre laptop, vous savez, comme ça dans les réunions. Là. Et en fait, on ne s'avance pas. Et donc du coup, ce qu'on décide, c'est qu'on se met avec Brigitte et Marie, et puis on va écrire, vous écrivez chacune sur un post-it les tickets candidats que vous voyez pour la release. Et après, vous vous débrouillez. Elles sont mises d'accord en 20 minutes. Hein, donc c'est un vrai support de conversation. Quand j'assiste à des réunions et que tout le monde est sur son laptop et qu'on n'a aucun support de conversation, pas de dessin, je trouve ça ahurissant. Comment on peut arriver à converger vers une vision commune dans ce cas-là? Donc le 2e point, moi manager, je clarifie ce qu'on veut réussir. Hein,
chacun a le droit de réussir, mais la première condition, c'est de savoir ce qu'on doit réussir. Donc moi, aujourd'hui, on doit en sortir 3. J'ai marqué qu'aujourd'hui, on doit en sortir 3. Ce sera au mur. On baisse le plus bas possible le niveau d'implicite, on monte le plus haut possible le niveau d'explicite. Ça, c'est ma responsabilité de manager, de respecter mes collaborateurs et de clarifier les conditions de réussite. Et puis le troisième point, on va afficher sa performance opérationnelle. Vous voyez ici, vous avez les slides avec la performance opérationnelle. Et puis on va afficher nos problèmes. Nos problèmes, ce n'est pas quelque chose de sale. Nos problèmes, ce sont nos prochains actes d'amélioration. Ce sont nos prochains axes d'apprentissage. Donc voilà, première chose, je rends le management visuel. Et deuxième chose, de manière plus spécifique, je visualise le flux de valeur. Si on veut faciliter la collaboration, ce qu'on va faire, c'est sur notre flux de valeur. Donc ça, c'est nos amis agilistes connaissent très bien. On va mettre les différentes étapes de l'activité. Et la première chose, c'est qu'on va être super clair, et ça aussi, c'est du respect des collaborateurs, on va être super clair sur les interfaces. Ça, c'est quelque chose qui a été piqué à Henrik Kieberg. Henrik Kieberg, c'est celui qui a mis la super organisation Spotify en place. Quand vous regardez au-dessous, vous avez une definition of done. Et donc, il n'y a pas de discussion interminable sur quand est-ce que c'est bon, quand est-ce que c'est pas bon. C'est défini clairement. C'est un petit peu comme la checklist qu'a donnée Romy à Jérémy. Tu sais que tu es bon quand tu as développé, quand tu as fait ça, 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 ça. Voilà, donc la première chose, c'est qu'on a des interfaces claires. La deuxième chose, c'est qu'on a des objectifs communs. Ce n'est pas le développeur, il doit livrer son développement, et le testeur, il doit faire ses tests, et puis le gars aux opérations, il doit mettre en production. C'est qu'ensemble, on va livrer la user story au client. Et donc, pour faire ça, je vous donne un exemple. On est toujours chez un éditeur logiciel. Et donc, c'est la deuxième semaine du sprint. C'est aussi des itérations de 2 semaines. On est le jeudi matin. Et l'objectif du sprint, c'est sortir 8 user stories. Et Thierry, le testeur, il dit « Bon, écoutez les gars, moi j'ai un problème. Il y a 4 user stories que j'ai réussi à tester qui sont bonnes. Il nous en reste 4. Il me reste 2 jours. Moi, je peux en tester 2, mais il y en a 2 que je ne vais pas pouvoir faire. » Et là, je discute avec Stéphane. Stéphane, c'est le manager. C'est un grand gars costaud, en deuxième ligne de rugby. Il me dit « Écoute, Cécile, moi je te préviens, je ne demande pas aux développeurs de tester. » Je fais « Non, 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 c'est bon, on va voir. » Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que demander à des testeurs, à des développeurs logiciels de faire du test, c'est un peu comme demander au patron du MEDEF de sortir les poubelles. C'est un petit peu pareil. Et donc, je fais, t'inquiète pas, on va gérer le truc. Et donc, on se retrouve au point du matin. Et puis là, Thierry dit, moi, je ne vais pas y arriver. Donc, comment on fait? Et donc, les développeurs, il y a 3 développeurs, ils disent, écoute, on va sortir 6. Et là, je fais, comment ça, les gars, on va sortir 6? Mais vous rigolez ou quoi? Notre objectif, c'est d'en sortir 8. Notre client nous en demande 8. Et on dit, comme ça, on va en sortir 6. Oui, comment on fait? Et puis là, il dit, ouais, mais Thierry, il est pris, il ne peut pas en faire plus que 2. Ouais, j'ai entendu. Et alors, comment on fait? Il y en a un qui commence à dire peut-être que Thierry pourrait venir samedi, et là Thierry le regarde, il fait n'y pense même pas mon gars. Et donc je fais alors les gars on fait comment? Et puis là je vois une étincelle dans l'œil d'un des développeurs, et puis ils échangent entre eux, il fait en fait on va faire les tests. Ah ouais génial, et comment vous allez faire? On va demander à Thierry va nous expliquer pendant 1 heure comment il fait ses tests, comment on s'assure que c'est bon, il va faire les tests. Voilà un exemple de la magie de la collaboration qui vous permet de visualiser le flux de valeur. On ne leur a pas dit quelle était la solution, on savait très bien vers quelle solution on voulait les amener, mais on ne leur a rien dit. On leur a posé des questions. Donc ça permet de voir ensemble, d'agir ensemble et de comprendre ensemble. Moi, manager, dans le numérique, je fais ça. Je visualise le flux de valeur. Dernier point, qui connaît ce personnage? Ed Catmull. Ed Catmull, c'est le CEO de Pixar. Il a écrit un ouvrage admirable qui s'appelle Creativity Incorporated. Et dans ce livre, il explique que le but de sa vie, c'était de faire le premier dessin animé de synthèse en 3D. Et donc, il raconte dans la première partie du livre toutes les galères qu'il a traversées, les entreprises qu'il a montées, qui ont capoté, etc. Et puis, à force d'abnégation et d'opiniâtreté, il va sortir Toy Story. Et Toy Story, ça va être un super succès. Et là, ils se disent, punaise, c'est génial, mais j'ai plus de but dans ma vie. Et ce qui va se passer, c'est que suite au succès de Toy Story, il va voir la dynamique collaborative, la culture changer dans son entreprise. Et là, il va se dire, oui, je sais très bien quel va être mon nouvel objectif. Mon objectif, ça va être de conserver le même niveau de créativité chez Pixar. Et pour faire ça, en fait, il va voir son épiphanie lui aussi. Et il explique dans le livre, c'est un petit peu étonnant, mais son épiphanie, c'est en se renseignant sur les différentes méthodes de management, en particulier sur la méthode de management d'un constructeur automobile japonais. On ne va pas nommer Toyota. Et il va prendre 2 pratiques chez Toyota.
La première, c'est qu'il va faire des journées où on arrête la prod et on fait de l'amélioration continue. Donc c'est des grandes fêtes, tout le monde apporte à manger, etc. Et on se concentre sur l'amélioration continue. Ok, les gars des serveurs, pour processer les films, il vous faut, je sais pas, 30 minutes. Comment on fait pour arriver à 15 minutes? Et là, il leur laisse vraiment le temps, il leur donne le challenge, il leur dit pas comment faire. C'est des grands garçons, on n'a pas besoin de leur dire. Il leur donne le challenge, ils leur disent comment on va faire. Et il leur alloue du temps pour le faire. Donc ça, c'est la première pratique, des journées d'amélioration continue. La deuxième pratique, c'est une pratique qui est commune chez les dirigeants du Lean. Les dirigeants du Lean, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont sur le terrain. Les dirigeants de Toyota, ils vont à l'usine, ils vont voir les gars qui sont en train de visser les pièces, de monter les portes. Pourquoi on fait ça? Parce qu'on ne veut pas simplement s'appuyer sur de la donnée. La donnée, c'est juste de l'information. On veut avoir de la donnée et des faits. Donnée plus faits, ça crée du contexte. Et ça crée une perspective beaucoup plus riche et encore une fois, une perspective beaucoup plus proche de la réalité. Et donc lui, comment il va faire? Il va aller sur le terrain avec de la candeur, c'est ce que disent les leaders de Toyota, go and see, ask why. Et en fait, il va aller dans les différentes sessions de travail sur les films qui sont en cours pour essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe dans ces réunions-là. Et donc il va poser des questions, il va y aller avec candeur, demander pourquoi, demander comment. Et son objectif en faisant cela, c'est que les personnes réfléchissent à quelles sont les idées fausses qu'ils ont à l'esprit qui leur font prendre certaines directions. Et lui, il va vraiment aller challenger ces idées fausses. Voilà, leadership, de l'agilité, de la collaboration, le secret de la magie. S'il n'y avait qu'une seule pratique à retenir, une sorte de méta-pratique, dans la posture du manager, c'est celle-ci. C'est le questionnement ouvert et socratique. C'est la candeur. Aller sur le terrain et demander pourquoi. On encadre des gens qui sont extrêmement bien formés, qui sont super smart. Ils n'ont pas besoin de leur dire ce qu'on doit faire. Donc c'est proscrire l'indicatif de notre vocabulaire et être toujours sur l'interrogatif. Pourquoi? Comment? De quelle nature? Qu'est-ce qui te fait dire ça? On va vraiment aller challenger l'équipe parce qu'on va les aider à se développer comme ça. Et on ne va certainement pas leur donner les solutions. C'est ça, respecter les collaborateurs au XXIe siècle. Alors je suis désolé, je vous ai donné 3 axes majeurs de management. Le premier, c'est les post-it, 1950. Le deuxième, c'est le PDCA, qui est aussi de 1950. Et puis celui-ci, qui est de 500 avant Jésus-Christ. Alors c'est un petit peu... c'est peut-être un petit peu... comment dire je ne me rappelle pas de l'adjectif, ça sort un petit peu du contexte de l'innovation magique, etc. Mais je peux vous garantir que cette approche-là, c'est une posture que tout le monde peut faire chaque jour, plutôt que dire « punaise, mais qu'est-ce que t'as branlé ?» et dire « ah, c'est super intéressant, qu'est-ce qui s'est passé ?» La première question qui se passe, et ça c'est un vrai marqueur de culture dans les entreprises, c'est quelle est la première question qui est posée lorsqu'il y a un problème? Est-ce que c'est « qui c'est qui a merdé ?» ou est-ce que c'est « pourquoi on a eu ce problème ?» Et ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire qui va complètement changer la dynamique collaborative de votre entreprise et son agilité. Voilà, donc les 9 pratiques quotidiennes de management pour l'ère du numérique. L'expérience client, comprendre le client, les réclamations, aligner l'équipe sur des indicateurs clients, voir la valeur et les obstacles, c'est Laetitia qui s'est assise à côté d'Annette pour comprendre, piloter la performance opérationnelle chaque jour, développer la résilience organisationnelle, développer l'apprentissage avec la pratique du PDCA. Sur l'axe collaboration, c'est rendre le management visuel, visualiser le flux de production, et puis aller sur le terrain et demander pourquoi. Alors ça, c'est pas rocket science, tout le monde peut le faire. Ça demande beaucoup d'efforts cognitifs, parce qu'on a toujours envie d'aller et donner la solution. Mais en fait, non, il faut juste se retenir. Et si on veut être un vrai manager du XXIe siècle, et pas être la cible de Gary Hamel, c'est vraiment l'approche qu'il faut avoir. Voilà, je ne fais pas que raconter des âneries, j'en publie aussi. Donc j'ai publié Hyperlean, ce que signifie l'avènement du numérique au mois de juin. Il est disponible sur Amazon et vous avez le site hyperlean.fr. Merci, salut.